Chers téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et merci d'être avec nous pour Paroles et musique, cette émission qui nous permet de rencontrer des artistes musiciens pour voir un peu leur parcours. Et aujourd'hui, nous sommes à Dakar. Et à Dakar, il y a un nom très important, c'est celui de Didier Awadi. Didier Awadi qui a un parcours impressionnant et qui nous fait l'amitié de nous recevoir. Bonjour Didier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Normal. Et vous allez nous dire déjà comment est-ce que vous ressentez les choses à Dakar. Dakar représente quoi pour vous? Dakar, c'est toute ma vie. Je suis né là, j'ai grandi là, j'ai étudié là. Ma carrière a démarré là et je vis aujourd'hui encore et toujours à Dakar. C'est toute ma vie, c'est toute ma vie. Mais il n'y a pas que Dakar, il y a toute l'Afrique, j'allais dire. Oui, en fait, j'aime bien dire que je suis un Africain avec un passeport sénégalais. Quels sont les pays africains que tu n'as pas encore vus? J'ai fait 44 pays, il m'en reste 10. 10, ouais. Et il y en a qui est c'est une frustration. Je ne peux pas avoir fait presque j'ai fait toute l'Afrique de l'Est. Le Nord, j'ai tout fait, sauf la Libye. Mais j'ai pas fait, par exemple, le Sud, j'ai tout fait. Non, j'ai pas fait le Botswana. Ah oui. Mais en tout cas, il me reste 10 pays et j'ai pas fait la Guinée-Bissau à côté. Tout près là. Ça n'a pas de sens. Sierra Leone, Libéria, j'ai pas fait. Ouais. Alors que c'est à côté. Et j'ai eu des occasions, mais bon, malheureusement, quand ça tombe qu'il y a, comment dire, un gombo là-bas, au même moment, tu as un meilleur gombo ailleurs. Ok, d'accord. En tout cas, comme je disais, on va commencer par le commencement. Okay. Tu as commencé très tôt, j'allais dire même trop tôt, à l'âge de 15 ans. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Tu voulais pas aller à l'école? Si, j'allais à l'école parce qu'il faut savoir que mes deux parents sont enseignants, père et mère. Donc j'avais pas le choix. Hein. Ouais. Si tu vas pas à l'école, tu fais pas de musique. Tu danses pas dans la maison, tu vas pas faire voilà, tu fais pas la fête. Et donc mes parents, on avait cette rigueur. Donc j'étais obligé de bien étudier pour pouvoir faire ma passion. Ouais. Et comment tu as commencé justement? Par la danse? Par quoi? Oui, nous, à notre époque, on a tous commencé par le breakdance et le smurf. Et donc, c'est le début des années 80. Et puis, donc, breakdance et smurf, c'est très fort. Il y a beaucoup de Sénégalais qui voyagent et qui nous ramènent des cassettes vidéo de hip-hop, de breakdance. Et puis, l'époque, vous aviez des grands films comme Break Street 84. Il y avait un film qui s'appelle Beat Street. Ça, c'était les grands classiques. Donc, quand tu regardes ces films, ça provoque quelque chose. Et Dakar, à l'instar de toutes les capitales, on faisait comme tout le monde. C'était la mode, on faisait du smurf. Et donc, tu as roulé sur le dos, sur la tête et tout ça? Sur le dos, sur la tête. Sur la tête, j'étais pas fort. Sur le dos, les coupoles, les moulins, tout ça, on faisait ça. Mais sur la tête, non, j'avoue que non. Mais on faisait bien d'autres choses. Ouais. Et quand on parle de Smurf, tu as dû rencontrer Yves Zogo Junior de Côte d'Ivoire. Yves Zogo Junior, c'est un cousin par alliance. D'ailleurs, sa mère habite, la famille de sa mère habite juste à côté ici, peut-être 2 minutes à pied. Et donc c'est lui qui, quand il vient à Dakar, m'écoute. Tu fais quoi? Bon, nous on rappe avec les copains, il vient, il écoute et mais ce qu'on fait là, c'est terrible. Écoute ça, il m'a fait voir les AS, et puis après il m'a fait voir un autre voyage, les Crazy Bee, Hasla, tout ça. Il me dit, mais pourquoi vous ne sortez pas ce que vous faites là? Ça n'a rien à voir. Et lui-même, il y avait le Abidjan. Et nous, on était d'abord fans de ce grand cousin qui... ABC. De Abidjan City Breakers. Ouais. ACB. Ouais. Et ACB, Abidjan City Breakers, on était fans d'Abidjan City Breakers. Donc, et puis, il y avait Franck de ABC qui étudiait ici au Maris aussi. Donc, Franck, on se voyait, qui faisait partie de ABC. Donc, nous, on était des fans de Junior et de Abidjan City Breakers. Et de tout ce qu'il faisait à la télé. Quand il a reçu Hélène Couldier, on avait la cassette vidéo, donc on se disait waouh, mais à Côte d'Ivoire, c'est qu'est-ce qu'ils sont forts. Et c'était Junior qui était au devant de ça et il m'a beaucoup boosté dans ma carrière. Il m'a amené à croire en moi parce que je n'y croyais pas. Nous, c'était une passion de gamin de la SICAP. SICAP, c'est le quartier, donc c'était juste une passion, quoi. Et puis on copiait ce que les Américains faisaient, ce que les Français faisaient, parce qu'on suivait aussi Sydney en France, on suivait
les Africa Bambaataa aux États-Unis. Donc voilà, mais sans ambition. Et c'est Junior qui nous donne le booster qu'il fallait. Ah oui. Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on te présente? Chanteur, musicien, artiste engagé, panafricaniste, comment te présenter? Je sais pas, moi, je suis un artiste libre, on va dire. J'allais même dire activiste. Oui, je suis activiste, je suis musicien, je suis rappeur, et j'ai d'autres casquettes aussi. Animateur de télé. Oui, je fais aussi de la télé, c'est une des passions. Ça aussi, c'est un héritage de Yves Zogbo. Et oui, on essaie de réaliser tous nos rêves, de mettre le doigt sur la plupart de nos rêves, et on n'a pas peur de rêver, on n'a pas peur d'essayer de réaliser nos rêves. Et ça fait combien d'années de parcours, ça? Combien d'années de parcours? Bon, professionnellement, je pense que je commence en 89 avec Positive Black Soul. Sinon, ouais, 89, et donc 31 ans. Ok. Et comment tu juges ce parcours, toi-même? Comment je le juge? Ouais. Satisfait? Il y a des choses que tu n'as pas pu faire? Il y a plein de choses que je n'ai pas encore fait, heureusement. Il y a plein de choses que je n'ai pas encore pu réaliser. Je n'ai pas encore fait mon livre, je n'ai pas encore réalisé mon premier long métrage. Je veux faire des longs métrages. Donc dans le cinéma, il me reste des choses à faire. Un long métrage qui est sur toi-même? Le livre, c'est sûr que ça va être un livre sur toi. Il y a deux livres que j'ai en chantier. Ouais. Il y a un livre, et ces deux livres, je vais les transformer en film. Ah ouais. Le premier livre, c'est sur le jour où on est arrivé à vraiment unifier l'Afrique. Le premier jour où on se rend compte que le projet est enfin sur les rails. Donc ça, c'est le premier livre. Et le deuxième, c'est une autobiographie. Mais au-delà de l'histoire de Awadi et de PBS, je veux raconter l'histoire du rap au Sénégal et en Afrique. Voilà, c'est pour ça que c'est vaste. Mais je prends mon temps, je griffonne, mais je tiens à le faire. Mais j'ai un complexe parce que je lis beaucoup. Ah oui. Et quand je vois les auteurs que je lis, je me dis, est-ce que je suis à la hauteur? De gros calibre. Oui, et donc c'est pour ça que ça me met... je pense qu'avec l'écriture, on se met tellement à nu que j'ai un complexe. Oh. Et je me dis, je vais essayer. Ok. Alors, est-ce que ce livre va commencer par le syndicat? Syndicat avec... le syndicate. Avec K. Ouais, le syndicate. Syndicate, ok. Oui, parce qu'à l'époque, il fallait jouer les Américains. Le syndicat, c'est trop Frenchy. Nous, c'était le syndicate, on était des petits Américains. Oui, le syndicate, on va en parler, mon premier groupe de rap. On va en parler parce que c'est de là que tout démarre. C'était le groupe de l'école, du collège. On était deux fous amoureux de cette culture qui venait d'arriver, qu'on appelle le hip-hop. Et on s'était dit, ouais, on va faire ce truc. On nous prenait pour des fous à l'école. Mais les filles aimaient bien ça. Et ça, c'est motivant. Positive Black Soul, vous étiez deux. L'autre, il est où? Positive Black Soul, au début, on n'était pas deux. Ah. On était 4. Ok. Il y avait le syndicate, donc Maïba, un copain qui après était à Abidjan d'ailleurs parce qu'il a fini il travaille pour Air Afrique, et moi. Et de l'autre côté, il y avait Degiti et Amenofis. Et ensuite, il y a eu une période où c'était un méga groupe où il y avait même des filles. Il y avait la sœur de Degiti, il y avait une autre qui s'appelle Kani Traoré, Keniti. C'était un méga groupe. Et puis après, les autres, chacun est allé faire sa vie. Le partenaire de Degiti est allé faire Matsup en France. Mon pote, donc, il est allé à Air Afrique. Et donc, on s'est retrouvés seuls. Et on s'est dit, bon, écoute, on continue l'aventure Positive Black Soul. Et donc, on avait 20 ans. 20 ans, yeah. Ouais. On était deux et on croyait en nos rêves. Et pourquoi ce nom? Parce que tous les deux, on était influencés par des gens comme Cheikh Anta Diop, comme Thomas Sankara, comme Malcolm X. Et on voulait... et puis on a des grands frères avec qui on discutait beaucoup, qui étaient des disciples de Cheikh Anta Diop. Donc ils nous disaient, ouais, tu vois, la civilisation noire,
Et on doit en être fier. Il faut montrer ce qu'il y a de positif. C'est le travail que Cheikh Anta Diop a fait, montrer ce qu'il y a de positif chez le noir. C'est sa contribution à la civilisation dite universelle. Et donc, et voilà, les mathématiques, tout plein de sciences, ça vient de ce continent. Donc il faut en être fier. Donc montrer ce qu'il y a de positif dans l'âme noire. Positive Black Soul. Voilà, c'était ça le projet. Et Positive Black Soul a vécu combien de temps? Positive Black Soul vit. Vit toujours? Vit toujours. Et on a des périodes où on est chacun en solo. Mais l'esprit Positive Black Soul, le groupe Positive Black Soul... C'est bon de rappeler le nom de l'autre. Degiti. Il est où actuellement? Degiti est là. Il fait quoi? On continue le groupe. Toujours la musique? Oui, il fait de la musique aussi en solo, mais avec PBS aussi. On a relancé un nouveau projet là. Donc on a sorti déjà 2 singles. Il y en a un qui s'appelle Louyag de Gueule, ça veut dire tout ce qui est vieux et vrai. Ah oui. Alors, on va sortir un peu de la musique, même si la musique est toujours à l'intérieur. Aujourd'hui, vous avez dit en début d'émission, vous faites un peu de tout, vous êtes activiste, vous vous battez pour la valorisation de tout ce qui est africain, tout ce qui est noir. Quel est ton jugement aujourd'hui? L'Afrique, pour un certain nombre de pays, a eu ses indépendances en 1960. Aujourd'hui, avec le parcours, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, comment tu penses que le travail a payé? Je pense que le travail paye. Aujourd'hui, les pères fondateurs, je parle de Kwame Nkrumah, de tous ces gens-là, ils rêvaient d'une Afrique où tous les pays seraient indépendants, d'abord. Ils ont fait l'organisation de l'unité africaine. Aujourd'hui, on est passé à l'Union africaine. Pourquoi? Parce que tous les territoires sont réellement indépendants. Maintenant, est-ce qu'ils sont indépendants politiquement, économiquement? Il y a des nuances. Mais en tout cas, l'indépendance est acquise. Ils ont leur drapeau, ils ont leur constitution. Je ne dis pas que les présidents respectent les constitutions. Je ne dis pas qu'on est souverain monétairement, parce que dans beaucoup de pays, par exemple dans la zone CFA d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, on n'est pas souverain monétairement. Il y a des pays qui n'ont aucune souveraineté militaire, sécuritaire. Donc, il y a des combats... des fois même alimentaires. Alimentaires. Ouais. Et donc, il y a encore des challenges qu'il faut relever. Mais je suis de ceux qui aiment regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc, je dis, on est arrivé à des pays qui sont indépendants. C'est clair, c'est acquis. Aujourd'hui, je prends le cas du Ghana, c'est un cas intéressant. Quand on était jeune, on voyait beaucoup de cordonniers ghanéens. On voyait beaucoup de prostituées ghanéens dans tous nos pays. Aujourd'hui, tu ne les vois pas. Au contraire, c'est nous qui allons faire cordonnier maintenant au Ghana. C'est nous qui allons faire prostituées au Ghana. Pourquoi? Parce que le Ghana montre qu'il a réalisé sa révolution, il a pris conscience de ce qu'il représente. Le peuple est fier, le peuple travaille et les institutions sont solides. La démocratie est réelle. Parce qu'à un moment, il y a un monsieur qui s'appelle Jerry Rawlings qui s'est battu en s'appuyant aussi sur le travail qu'avait fait des Kwame Nkrumah. Donc c'est des exemples comme ça. En 72, on ne parlait pas du Cap-Vert. Aujourd'hui, il est indépendant. Et c'est un des pays très stable où la démocratie marche. Tu vois, la démocratie avance dans tous nos pays. Maintenant, à l'échelle de l'histoire, nous avons nos challenges. Il y a des choses qui marchent moins. Mais je pense que l'Afrique avance rapidement. Aujourd'hui, on a une carte d'identité CEDEAO. Aujourd'hui, avec ma carte d'identité, je peux aller en Côte d'Ivoire. Sans passeport. C'est fort. C'était pas pensable. Ça veut dire qu'on arrive à marquer des choses en 60 ans. Il y a des choses qui évoluent. Aujourd'hui, avec une puce téléphonique, on passe d'un pays à l'autre. Tu vois, et on se parle. Donc on peut dire que tu es optimiste. Je suis un éternel optimiste. Malgré... Mais je me bats pour... malgré les grandes difficultés dont tu as parlé. Je me bats justement parce qu'il y en a beaucoup. Pour que les obstacles à cet optimisme, il faut les surmonter. Alors, à propos d'obstacles, au départ, c'était une bagarre, j'allais dire, entre les nationalistes et les colons.
Aujourd'hui, la bagarre, elle a lieu en interne parce que les pères fondateurs sont partis. Et on a des présidents, tout à l'heure tu l'as dit, qui ne respectent pas forcément les textes, qui veulent se maintenir. Quel commentaire? Oui, aujourd'hui on a plein de présidents qui ne respectent pas la règle du jeu. Ils veulent parler de démocratie quand ça les arrange, mais après ça devient la démocratie du plus fort. Et ça ne peut pas marcher. Donc, et c'est pour ça qu'il y a des troubles dans notre pays, mais je pense qu'on écrit son histoire comme ça, avec des remous. L'histoire de chaque pays ne s'est pas faite avec des roses, avec des fleurs, elle s'écrit avec du sang, souvent. Elle s'écrit avec des mouvements de contestation. Toutes les idées doivent être challengées à chaque moment. C'est pour ça qu'on a besoin de sociétés civiles fortes dans nos pays. Et certains pays, certains dirigeants ont tellement peur de l'expression souveraine du peuple, l'expression souveraine de la société civile, qu'ils essaient de briser les élans, ils mettent des opposants au pouvoir, des activistes au pouvoir. Mais tu ne pourras pas arrêter la mer avec tes bras. Aujourd'hui, avec tous les smartphones qu'on a, l'information qui circule, tu ne peux plus voler les élections et penser que tu es légitime. On a beaucoup de présidents qui sont devenus illégitimes, bien que légalement présidents, mais ils sont illégitimes par rapport au peuple. Et donc c'est pour ça que notre combat va continuer jusqu'à qu'on arrive à stabiliser nos institutions. Comme on l'a dit, il faut des institutions fortes. Voilà. T'as envie de faire de la politique? Est-ce que j'ai envie de faire de la politique? J'en fais déjà. Est-ce que j'ai envie d'être un politicien professionnel? Un député? Non, ça ne m'intéresse pas. Président de la République? Non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas mon truc. Moi, je serais un piètre politicien. Politicien, là, c'est un art. C'est vraiment un art. Je ne sais pas comment ils font. La dernière fois, je regardais, on avait un opposant ici qui était en garde à vue. Ousmane Sonko? Ousmane Sonko. Et je disais à un ami, tu vois, maintenant, tu sais, c'est quoi être président? C'est maintenant qu'il vit son statut de président. Il me dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, il est dans une cellule ou bien en garde à vue, il est gardé dans une pièce. Le président est gardé dans une pièce. S'il doit bouger, il va bouger avec ses gardes. Si le président doit bouger, il doit bouger avec ses gardes. Il n'est pas libre de ses mouvements. Le président n'est pas libre de ses mouvements. C'est être prisonnier que d'être politicien. Quand tu es au pouvoir, mais je vois. Moi, je suis tellement libre, j'ai besoin de sortir, faire le fou, faire le con avec mes copains. Tu vois, m'asseoir au bout du quartier là, et les gars, boire notre thé dehors. Tu penses que quand tu es président, ça ne m'intéresse pas. Ma liberté de pouvoir dire, de pouvoir faire, de pouvoir bouger, de pouvoir décider que j'ai envie de parler tout de suite. Un président ne peut pas. Tu es prisonnier, tu es en garde à vue tout le temps. Ça ne m'intéresse pas. Ok, alors retour à la musique. On peut dire que tu as contribué à faire avancer la musique à la fois au Sénégal, en Afrique, à faire rayonner la musique africaine parce que c'était pas évident il y a quelques années d'entendre la musique africaine sur certains médias occidentaux. Le parcours a été difficile. Écoute, ce parcours-là, franchement, on ne s'est pas rendu compte qu'on le faisait. Quand tu le fais, tu arrives, par exemple, je me rappelle les premières tournées de 95, 96. C'est là qu'on a fait déjà les premiers 30 pays avec Positive Black Soul, une grosse tournée africaine. Et partout où on passe, le rap démarre derrière nous. Partout où on passe, le rap démarre derrière nous. On amène, quelquefois il y avait quelques groupes, mais ça n'avait pas explosé dans le pays. Mais quand ils nous voient venir sur scène avec le machin, ça les fait rêver. Ils se disent, nous aussi, on va y arriver. Et donc, partout derrière, le rap a explosé. Mais tu ne te rends pas compte quand tu fais un concert, quand tu rencontres des potes dans ce pays, que c'est eux qui vont devenir les futurs stars et les futurs moteurs. Et c'est comme ça que ça s'est passé, mais on ne l'a pas pensé, on ne l'a pas planifié. On se rend compte juste qu'on a eu un certain impact. On remercie Dieu pour cette trajectoire. Et puis, on espère que voilà, cette culture qui est là aujourd'hui, qui est la culture hip-hop, va continuer en se bonifiant et que les nouvelles générations feront quelque chose de très beau et qu'elles vont permettre aussi à l'éveil des consciences, qu'elles vont permettre à des jeunes d'être ambitieux, d'être propriétaires de leur avenir, parce que c'est ce qui nous manque, que les jeunes soient conscients qu'ils doivent être propriétaires de leur avenir, propriétaires de leur développement, propriétaires de leur futur. Voilà. Et ne laissez personne venir
changer ton esprit ou bien te prendre la tête. Non, pas te prendre la tête, conditionner même ton mode de pensée. Donc, et c'est ça quoi, quand on parle d'indépendance, c'est d'abord dans la tête de chaque individu que ça se passe. Alors nous, pourquoi, notre travail, c'est ça. Pourquoi avoir choisi le rap? J'ai pas choisi le rap. À partir des idées que tu développes, peut-être qu'on aurait bien voulu te voir par exemple dans le ballad ou bien dans un autre rythme africain plus traditionnel. Non, parce que moi je suis pas... on est des SICAP, on est dans un milieu très urbain. La culture qu'on a épousée est une culture très urbaine. Donc on était des fous amoureux de cette culture, passionnés de cette culture jusqu'à présent. Donc on a fait notre passion. Et notre passion c'était le hip-hop. C'est le hip-hop. Et donc... c'est quoi la force du rap? La force du rap, c'est du jour au lendemain, tu peux dire ce que tout le monde a envie de dire autour de toi. Être le porte-parole de tous tes semblables, des gens avec qui tu dors et qui n'ont pas cette chance. Et donc tu as du jour au lendemain, tu peux être, si tu as un peu d'analyse, tu peux être conscient d'un rôle social que tu peux avoir. Et quand tu réussis à être à la hauteur de cette responsabilité sociale, tu deviens quelqu'un. Donc le rap te transforme un individu. Le rap peut transformer une vie. Le rap mène à tout. Moi, le rap m'a mené à être consultant pour des grosses sociétés, parce que j'ai une connaissance de tout ce qui est urbain. J'ai une expertise. Le rap m'a amené à rencontrer des ministres, des présidents, à travailler pour les Nations Unies, à travailler pour plein d'ONG. Tout ça par du rap. À travailler en télé, à produire, à être producteur, à être manager. Le rap mène à tout. Le hip-hop, cette culture, parce que je préfère dire hip-hop plus que rap, parce que le rap n'est que la musique de cette culture. Le texte. Ouais, la force du texte, la force des mots. La force du texte, c'est important. Tu dois être conscient que ce que tu dis ici peut avoir un impact à Madagascar. On arrive à Madagascar en 96. Un jeune vient avec le directeur du CCF à l'époque de Tananarive. Ce jeune dans la voiture commence à me rappeler mes textes. On est en Madagascar. De l'autre côté là-bas. Ouais. En bas, ouais. Au fond là-bas. Le gars me rappelle mes textes. Je dis mais comment j'ai enregistré ça, ça passait à la radio sur RFI ou bien Africa Numéro, je sais pas quoi, il a enregistré et il connaissait tout. Et chaque fois qu'il avait un bout de Positive Black Soul qui passait, il enregistrait. Il me rappelait tout. Il est malgache. Tu tombes des nues quoi, tu vois. Il me dit je suis né tant. Et des cas comme ça, j'en ai eu dans presque tous les pays. Donc, il faut être conscient que chaque chose que tu écris, ne le prends pas à la légère. Pour ça, quelquefois, quand je vois des collègues qui ont des textes un peu trop légers, je dis, vous ne vous rendez pas compte de la responsabilité qui est sur nos épaules. Tu peux détruire une vie comme tu peux booster une carrière. Donc, en tout cas, moi, c'est peut-être mon côté fils d'enseignant, mais fais attention à ce que je dis et fais attention à quel impact je veux que le mot que j'ai écrit, peut-être dans ma chambre, peut-être sur cette terrasse, quel impact je veux qu'il ait ce mot. Donc chaque mot est chaque mot a une force. Oui, ouais. Chaque mot a une force, chaque force a un mot qui va avec. Et combien d'albums au total? En solo, j'en ai 6, PBS, on en a une quinzaine. Une quinzaine. Ok. Quel est celui qui est l'album de ton cœur? Ça va être difficile, de mon cœur. Ou le morceau le plus... L'album de mon cœur, pour PBS, ça va être l'album New York, Paris, Dakar. Et pour Awadi, c'est l'album Président d'Afrique. Maintenant, est-ce qu'il y a un morceau en particulier? Non. Il n'y a pas un morceau... Non, il y en a beaucoup qui me parlent, mais il y a un morceau qui s'appelle L'Afrique n'est pas démunie.
qu'on a fait avec Positive Black Soul, ça me parle beaucoup. 11h du mat, je me lève et je dois prendre mon bain. C'est en planant dans la maison que j'ai vu le journal du matin. C'est Cheikh Hamidou Khan qui présente un nouveau livre. Je me dis, je me dois de voir quel secret il nous livre. C'était l'aventure ambiguë, maintenant c'est les gardiens du temple. Je respecte beaucoup Cher, il est gardien du temple. Comme d'habitude, sa réflexion est dense. Que dis-je immense, l'on pense et se dépense. En réflexions intenses, il continue de cogiter sur l'identité culturelle. Tel est le préalable du roman intemporel. Mais c'est pas... Il y en a plein d'autres qui me parlent autant, quoi. Mais si on te dit de choisir un seul, celui qui permet de te retrouver, de savoir que c'est toi, Didi Awadi. Je dirais peut-être l'Afrique n'est pas démunie, mais seulement désunie. Ouais. Okay. Et tu as fait beaucoup de festivals. Quel est celui aussi qui t'a laissé le souvenir le plus fort? Tu as traversé l'Afrique, tu as fait 40 pays. 44, yeah. 44, pardon. Festival le plus fort, je ne sais pas. J'en ai fait beaucoup et chaque fois, c'est des expériences magnifiques. Magnifiques. Après, chaque pays a sa spécificité. Je ne peux pas dire c'est là que c'était plus fort parce que chaque fois, c'était magnifique. Et je peux pas. Je fais beaucoup de dates chaque année, donc c'est difficile à dire. Mais un des derniers bons souvenirs, c'est à Goma. En RDC. En RDC. Donc on arrive là-bas, on fait notre concert. Et donc moi je m'étais dit il y a longtemps je ne suis pas venu à RDC, peut-être que les gars ils ont oublié. Quand on commence le concert, on voit la folie dans la foule. Et puis plus j'avance, plus la foule est en liesse. Et après j'attaque un morceau que j'ai fait en featuring avec Ikeja, Quitte le pouvoir. Quand on a fait le morceau, mais on a vu la poussière se lever. C'est-à-dire, tu ne sais pas si tu devais chanter ou tu te mettre. Et puis, coupure de courant. Juste dans Quitte le pouvoir. Ah ouais. Il paraît qu'à ce moment, mais je l'ai su après, hein, il y a la présidente du Sénat ou de l'Assemblée nationale qui rentre dans le stade et qui se met à la tribune. Donc les gens se sont dit que pour eux, j'avais fait exprès de clasher cette personne, cette personnalité. Alors que donc les publics étaient devenus fous. Ouais, ils étaient là, c'était presque, c'était indescriptible. Alors moi j'étais là, je comprenais pas en fait, mais eux ils se sont dit, on a coupé, que c'était une censure. Et donc c'était un moment, ils sont restés là. Pendant 3 minutes, il n'y avait pas de musique. Et c'est le public qui était là. Qui chantait. Scanter révolution, quoi. Scander révolution. Bon, enfin. Mais il y a plein de moments beaux et forts comme ça. Justement, parmi les moments forts, il y a ceux pendant lesquels tu as reçu des distinctions. Lesquels, il y en a beaucoup. Hein. Quelles sont les plus marquantes? Il y a peut-être le prix RFI, parce que ça m'a ouvert d'autres portes. Ça m'a fait aussi beaucoup tourner en Afrique. En quelle année? RFI, c'était quoi? 2003, je crois. Ouais, je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est celui qui m'a le plus marqué parce qu'il m'a fait beaucoup tourner. Les autres, ouais, c'est sympa, on te donne un truc, ouais. C'est le vieux nègre et la médaille, quoi. Tu gardes ta médaille, tu viens, tu l'amènes, quoi. Mais c'est bien de reconnaître quand même le talent, de reconnaître. Non, chaque fois qu'on te reconnaît ton talent, ça fait plaisir. Mais je dis souvent, moi, ma plus belle récompense, c'est quand je marche dans la rue, dans une capitale africaine, et quelqu'un te dit merci pour ce que tu fais pour l'Afrique. Ça, c'est la plus belle récompense. C'est pas marqué, c'est pas un trophée, mais ça reste profondément dans ton cœur et tu te dis ma vie a un sens. Alors aujourd'hui, nous sommes en pleine période de pandémie du coronavirus. Tu y crois? Il y en a qui ne croient pas. Ouais, je crois au coronavirus. Je sais que je pense que je l'ai eu. Tu as participé à des. Oui, parce que je pense que je l'ai eu en début 2020, avant qu'on en parle vraiment. Ah ouais. Ce que j'ai ressenti là, ça s'appelle coronavirus. Ça fait mal? Ah, c'est chiant. Je peux te dire, c'est chiant. Et j'ai eu des gens qui sont morts. Beaucoup de gens sont morts autour de moi. Beaucoup de mon vieux père aussi, Manu Dibango, avec qui on a beaucoup collaboré, mon vieux père. Tony Allen, avec qui on a fait une belle tournée dans toute l'Angleterre.
Jean-Michel Denis d'Afrique Magazine. J'ai perdu trop d'amis dans cette saleté. Alors comment un artiste de ta trempe, ou bien j'allais même dire n'importe quel artiste, comment il fait aujourd'hui pour assumer sa carrière musicale, dans la mesure où les concerts et tout ça, c'est compliqué? Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est qu'on essaie de se réinventer. Aujourd'hui, j'essaie de me réinventer avec surtout l'audiovisuel. Je fais beaucoup de production. Donc là, on produit une série télé, on produit des émissions. On a beaucoup d'émissions qu'on produit et qu'on vend donc beaucoup de télé sénégalaise et panafricaine. Donc on se réinvente quoi. On est obligé de se réinventer. On a fait quelques shows digital, mais un concert digital c'est pas. Mais un concert, ce qui t'intéresse, c'est aller au contact. Ouais. Donc et malheureusement mais on continue, on travaille de la musique, on enregistre en studio et on se dit ça sera pas là tout le monde. J'ai envie de dire, une carrière sans concert, ça donne quoi? Non, il n'y aura pas de carrière sans concert. On en fera des concerts. Moi, je suis un éternel optimiste. Cette histoire-là, ce sera bientôt derrière nous. L'humanité viendra au bout de... Oui, l'humanité a vécu pire que ça. Il y a peut-être, c'est l'occasion peut-être de lancer un message à la jeunesse par rapport aux mesures barrières et tout ça. Oui, les mesures barrières, il faut comprendre que cette maladie, c'est sérieux, elle tue beaucoup plus rapidement même qu'au début de ce qu'on appelle la deuxième ou la troisième vague, là, je ne sais pas comment voilà, en tout cas, elle est très violente. Je connais des gens qui sont morts, des proches à moi, des très proches à moi, au moment où je parle, sont atteints du Covid. Donc, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pas une vue de l'esprit. Donc, les mesures barrières, là, il faut vraiment les respecter. Parce que au Sénégal, on est en train de pleurer un des plus grands artistes de ce pays en ce moment, John Seck. Et il paraît que c'est cette année maladie qu'il a amené. Et ça a été fulgurant. La veille de son entrée à l'hôpital, il discutait de la vie et de la mort, de tout et de rien, avec un de ses amis. Le lendemain, il est rentré à l'hôpital. 3 jours après, il était déjà parti. Donc, c'est des wake-up calls. Faut pas rigoler avec ça, c'est sérieux. Est-ce que malgré ça, il y a des projets? Oui, il y a toujours des projets. Moi, je te dis, il faut pas baisser les bras. Quels sont-ils? Mes projets, donc, je te dis, c'est... Les plus grands, hein? C'est le film. Il y a film, il y a ces émissions que je fais. Les projets, c'est l'album de PBS. C'est aussi des tournées. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de projets. J'ai envie que tu nous parles du panafricanisme, parce que quand on est ici, on voit Thomas Sankara, certes, c'est son nom qui est à la une, mais on a Che Guevara, on a Malcolm X, on a Kwame Nkrumah, on a tous ces grands noms. Oui, j'ai besoin d'être entouré de mes marabouts. C'est mes marabouts. Il y en a qui vont chercher des gourous ailleurs. Moi, je pense que ceux-là, ils t'aident à donner un sens à ta vie. Parce que tout leur parcours, ça t'éduque. Et chaque fois quand tu te réveilles, tu les vois, tu dis « Ah, je ne dois pas déconner ». Donc j'ai besoin de les avoir autour de moi. Pas pour vivre dans le passé, mais pour mieux voir l'avenir. Et l'avenir de l'Afrique dans 5, dans 10, dans 20 ans, c'est quoi? Dans 50 ans? Dans 50 ans, l'Afrique, tu verras les Américains demander des visas pour venir ici. Les Européens faire tout pour avoir une résidence ici. Et puis ce sera à nous de dire non, toi, non, repasse demain, tu n'auras pas de visa. Mais pourquoi j'ai pas de visa? Écoute, c'est comme ça, tu es trop pauvre. Tu n'as pas de garantie de respectabilité. Quand tu n'as pas de boulot, tu risques d'immigrer ici, immigration clandestine. Dans 50 ans, ce sera l'Afrique. Ce sera ça l'Afrique. Peut-être même avant. Parce que ça va très vite. Il faut se rendre compte que nous allons très vite. Déjà là, on sera la 5G, dans 2-3 ans, elle sera partout en Afrique. Donc on pourra partager beaucoup de connaissances, on fera beaucoup de technologies.
on va être propriétaire de nos matières premières. On va les transformer en Afrique. Ça, j'en suis convaincu. Je ne sais pas si je verrai tout ça, mais je suis convaincu qu'on y arrive et qu'on va y arriver très très vite. Okay. C'est un optimisme partagé. En tout cas, merci beaucoup. Alors Didier, on se retrouve dans ton studio. Ce studio, rien que de par son nom et de la façon dont il est habillé, il a une histoire. Oui, c'est le studio Sankara. Donc, son histoire, c'est quoi? C'est que nous, on a notre premier contrat, on a signé à Londres, en Angleterre. Et c'est là-bas qu'on était obligé d'enregistrer nos albums. Et c'était soit à Londres, soit à Paris, soit à New York. Et donc quand tu es là, quand tu vas enregistrer, tu galères. Donc on s'est dit, l'argent qu'on gagne là-bas, on va le réinvestir ici pour être indépendant. Ouais. Voilà. Nous on est des sans-caristes, il faut avoir le moyen de production. Donc produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Donc il faut avoir les moyens de sa production. Donc l'argent on a pris là-bas, on a investi ici. Voilà. Okay. Ça, c'est important hein, qu'un artiste il ait son studio. C'est important qu'un journaliste ait son outil de travail, qu'un musicien ait son outil de travail, qu'un musicien ait son outil de travail. Sinon, tu n'es pas indépendant. Et sinon, il y aura quelqu'un d'autre qui va te donner à manger. Et celui qui te donne à manger te dit que c'est volonté. Alors pourquoi Sankara? Parce que Sankara, justement, c'est tout ce que je t'ai dit. Ce qu'on retient de Sankara, c'est cette phrase « oser inventer l'avenir ». Tu vois, ça c'est la phrase qui te marque. Oser inventer l'avenir. Produire ce que nous consommons, consommer ce que nous produisons. Voilà. Et c'est toutes ces phrases qui font que Sankara, cet esprit libre, cet esprit ambitieux, sans complexe, visionnaire, qui nous a redonné une dignité, une fierté d'être africain. Je voulais donner cet esprit au studio et puis comme on fait de la com, on est dans la création, oser inventer l'avenir, je ne trouvais pas mieux. Et autour de Sankara, il y a quand même Nkrumah, il y a beaucoup d'autres noms. Nasser, Gamal Abdel Nasser, Aimé Césaire. Du monde. Hein. Beaucoup de grands noms, mais pas n'importe lesquels quand même. Ah non, on choisit. Hein. On choisit. C'est quoi le lien de tout ce monde-là? Non, c'est des gens qui nous inspirent d'abord et qui ont eu des idées, qui ont fait avancer, à mon sens, j'assume, mes héros, à mon sens, certaines questions africaines et panafricaines. Maintenant, par exemple, vous verrez ici Hugo Chavez derrière là-bas, parce que pour moi c'est important. Ça a été un ami de l'Afrique, ça a été un révolutionnaire. Le Che Guevara. C'est des gens qui croient en une justice, qui croient en l'humanité, tu vois. Parce que je dis chaque fois, nous ne sommes pas des racistes. On n'est pas des racistes. Et est un blanc. Donc il faut que les gens comprennent que la révolution, ça ne veut pas dire c'est contre le blanc, c'est contre le chinois. Non. La révolution, c'est pour changer le système et mettre un autre système qui va nous permettre d'être heureux. Mais ce n'est pas du racisme. C'est pour ça que tu auras des Arabes, tu auras des Blancs dans cette révolution. Mais tous, ils ont des idées progressistes. C'est un appel au progrès et un changement radical d'un système qui ne marche plus pour un nouveau système qui sera plus vertueux. Alors, à partir d'ici, il faut dire que tu ne fais pas que de la musique, que de la production musicale, que tes productions musicales, tu fais aussi de la publicité, hein, et tu fais également des productions audiovisuelles. On peut en parler? Oui, ici, bon, on fait beaucoup de... Ce qui nous fait vivre, c'est la publicité. C'est clair, parce qu'il fallait trouver un moyen de trouver de l'argent. Donc, au début, c'était des spots radio. Donc, et puis après, les boîtes de communication qui sont là nous demandaient de fabriquer pour eux des spots audio. Après la téléphonie, beaucoup de messages que vous entendez dans vos téléphones, c'est nous qui les faisons. Ah ouais. Donc, on est rentré par ça, on a eu la téléphonie. Après, ils ont voulu des spots télé. Et souvent, ils allaient jusqu'en Europe ou bien au Maroc ou en Afrique du Sud. Désormais, tout ça est possible là. Oui, et je leur dis, comme dit Cheikh Anta Diop, à formation égale, la vérité triomphe. On a formé nos jeunes, on leur a donné du boulot.
ils sont sans complexe. Quand on fait une production, les gens se disent c'est quoi s'il y a des touabs derrière? Je dis mais vous les insultez. Pourquoi vous voulez des touabs? Que nous on n'est pas intelligents. On a les mêmes outils, on a fait les mêmes études, on a été premiers de la classe et on va vous le démontrer. Alors il faut dire aussi que tu fais des émissions. Oui. Je fais des émissions, ça fait partie de mes passions. Ouais. Et donc on fait des émissions. Et depuis un bon moment, hein, oui, ça date pas de maintenant. Hein. Non. Il y a une vingtaine d'années que j'ai commencé. Mais ces temps-ci, je me suis bien remis dedans. Et surtout avec le Covid, là, on a beaucoup produit. On a une émission qui s'appelle Sénéra. Oui, actuellement, tu es en train de ressusciter un certain nombre d'artistes sénégalais. C'est important. Oui, ça c'est le projet Sargal. Sargal, c'est rendre hommage à toutes nos légendes en musique, tous nos vieux pères, comme on dit dans certains pays. Donc il faut leur rendre hommage, ces légendes-là, et parce que voilà, ils ont travaillé pour nous, on a le devoir de ne pas les oublier. C'est l'occasion de citer des noms. C'est l'occasion de citer des noms. Oui, donc dans la première saison de Sargal, vous avez un hommage à Baba Mal, à Kinela, à Omar Pène, à Ismaël Lô, à Soleiman Faye. Thiansek. Thiansek, il viendra dans la deuxième saison, parce qu'on voulait le faire dans la première saison. Malheureusement, il voulait vraiment le faire aussi, mais il nous a quittés brutalement. Donc on va lui rendre un spécial hommage. La Basse Ossé. La Basse Ossé aussi sera dans la deuxième saison. On aura les Touré Kouda, on aura les Alpha Blondie, on aura les Salif Keita, les Nayan Kaber. On pense aussi à des gens comme Lokwa, voilà, tous ces gens qui écrivent l'histoire de la musique africaine. On va essayer de leur rendre hommage et franchement de les mettre bien et montrer que voilà, si on est là aujourd'hui, c'est parce que eux se sont battus pour que nous soyons là. Donc il faut que, comme moi, c'est un devoir de leur rendre hommage. Et c'est une façon aussi de garder quelque part l'histoire de la musique africaine. On va boucler avec ce Grand Prix, cette grande participation que tu as eue il y a quelques années, avec le documentaire que tu as produit. C'est l'occasion de revenir là-dessus, de rappeler cela à tous nos... Le point de vue du lion, ce film qui m'a amené à Cannes, c'est un film documentaire qui parlait des problèmes juste de migration. Je n'aime pas dire d'immigration clandestine, parce qu'il n'y a pas d'immigration clandestine, il y a juste des migrations. Et donc, ce film, on l'a amené au Festival de Cannes et dans d'autres festivals aussi. Et c'était bizarre pour moi, quoi, parce que le premier film direct, t'es appelé à Cannes, donc ça m'a fait plaisir de monter les marches. Mais pour moi, c'était... Je ne sais même pas comment c'est arrivé là. Mais ce que le film l'a dit, c'est que tant que les lions n'auront pas leurs historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. Pour nous, c'est à nous d'écrire notre histoire. Tu vois, quand on parle de migration, il y a les autres qui vont te dire ouais, il faut se battre contre l'immigration clandestine. Pourquoi tu veux que je me batte contre l'immigration? Chaque être humain a le droit de voyager. Est-ce que c'est parce que je suis noir? Mais quand on voit les dégâts quand même, ceux qui meurent dans les eaux... Je continue. Est-ce que c'est parce qu'on est noir que tu nous considères pauvres et qu'on est musulman, noir pauvre musulman? Tu te dis, oh, c'est des terroristes, ils ne vont pas venir chez nous. Non, ils sont pauvres, on ne peut pas accueillir la misère du monde. Oh, ça s'appelle du racisme, ça s'appelle de la négrophobie. Et les causes, quelles sont les causes, les vraies causes de ce départ massif des gens? Ils n'arrêtent plus. Leurs politiciens dans leur propre pays ne les font plus rêver parce qu'ils n'ont pas respecté leurs promesses. Et vous avez aussi l'Europe qui a des politiques migratoires racistes, négrophobes. C'est tout ça. Et puis quand tu prends la matière première, tu prends la richesse des gens, pourquoi ils ne vont pas aller vers là où ils pensent que la richesse se trouve? Je veux dire, quand les Européens sont allés en Amérique, ils ne sont pas allés là-bas en tourisme, ils sont allés là-bas parce qu'ils se sont dit qu'il y a de la richesse sur ce continent. Quand ils sont allés jusqu'en Australie, en Océanie, c'est quoi? Ils sont allés à la recherche d'endroits où ils pensent qu'ils pourront s'épanouir. Et c'est comme ça que les Européens sont allés partout. Maintenant, quand nous, les Africains, pillés, agressés depuis des trucs, qu'on empêche de se développer, on va vers des endroits où les jeunes ont l'impression que les pâturages sont un peu plus verts. On leur dit vous n'avez pas le droit. Alors qu'il y a des gens qui ont causé cette misère. Donc en fait, le film essaie d'aller creuser quelles sont les réelles causes de ce malaise, de ce mal-être qui pousse les gens à partir. On n'applaudit pas.
tous ces gens qui meurent en mer, dans le désert, on en a rencontré beaucoup. On n'applaudit pas, mais on essaie de comprendre. Donc c'est ça, et on donne pas le point de vue de l'Occident, pas le point de vue du chasseur, mais on donne le point de vue du lion.